Dixième partie du caractère de la vertu consistant en trois sections. Section 1 du caractère de l'individu dans la mesure où il affecte son propre bonheur ou de la prudence. La conservation et la santé du corps semblent être les objets que la nature recommande d'abord aux soins de chaque individu. Les appétits de la faim et de la soif, les sensations agréables ou désagréables du plaisir, de la douleur, du chaud et du froid, etc. peuvent être considérées comme des leçons données par la voix de la nature elle-même, lui dictant dans ce but ce qu'il doit choisir et ce qu'il doit éviter. Les premières leçons qu'il reçoit de ceux qui ont la charge de son enfance tendent pour la plupart d'entre elles au même but. Leur principal objet est de lui apprendre à éviter ce qui fait du mal. En grandissant, il apprend bientôt qu'un certain soin et une certaine prévoyance sont nécessaires pour se procurer les moyens de satisfaire ses appétits naturels, pour obtenir le plaisir et éviter la douleur, rechercher le chaud et éviter le froid. L'art de préserver et d'accroître ce qu'on appelle sa fortune extérieure consiste à diriger convenablement ce soin et cette prévoyance. Quoique les avantages de la fortune extérieure nous soient recommandés à l'origine pour satisfaire les nécessités et les commodités du corps, nous ne pouvons pourtant pas vivre bien longtemps dans le monde sans nous apercevoir que le respect de nos égaux, notre crédit et notre rang dans la société où nous vivons dépendent pour beaucoup du degré auquel nous possédons ou sommes supposés posséder ces avantages. Le désir de devenir l'objet convenable de ce respect, de mériter et d'obtenir ce crédit et ce rang parmi nos égaux est peut-être le plus fort de tous nos désirs, et notre souci d'obtenir les avantages de la fortune est par conséquent bien plus excité et irrité par ce désir qu'il ne l'est par celui de satisfaire les nécessités et les commodités du corps, qui sont toujours très facilement satisfaites. Notre rang et notre crédit parmi nos égaux dépendent aussi beaucoup de ce dont un homme vertueux souhaiterait qu'ils dépendent entièrement, de notre caractère et de notre conduite, ou bien de la confiance, de l'estime et de la bonne volonté que ce caractère et cette conduite excitent naturellement chez ceux avec qui nous vivons. Le soin de la santé, de la fortune, du rang et de la réputation de l'individu, objets sur lesquels on suppose que son confort et son bonheur dans cette vie reposent principalement et proprement l'affaire de cette vertu communément appelée prudence. Nous souffrons davantage, on l'a déjà remarqué, quand nous tombons d'une bonne situation dans une mauvaise, que nous nous réjouissons lorsque nous nous élevons d'une mauvaise à une bonne situation. La sécurité est donc le premier et le principal objet de la prudence. Celle-ci répugne à exposer notre santé, notre fortune, notre rang ou notre réputation au hasard. Elle est davantage circonspecte qu'entreprenante et plus soucieuse de préserver les avantages que nous possédons déjà que de nous pousser à l'acquisition d'avantages nouveaux et toujours plus grands. Les moyens d'accroître notre fortune et qu'elle nous recommande principalement sont ceux qui n'exposent à aucune perte ni aucun hasard une connaissance et un talent réel dans notre métier ou notre profession, l'assiduité et l'industrie dans leur exercice, la frugalité et même un certain degré de parcimonie dans toutes nos dépenses. L'homme prudent s'attache toujours sérieusement et honnêtement à comprendre ce qu'il dit comprendre et non simplement à persuader les autres qu'il le comprend. Et quoique ces talents puissent ne pas être toujours très brillants, ils sont toujours parfaitement authentiques. Il n'essaie jamais de vous en imposer grâce au stratagème roublard d'un habile imposteur, ni non plus avec les airs arrogants d'un pédant affecté, ni encore avec les affirmations péremptoires d'un simulateur superficiel et imprudent. Il n'est jamais ostentatoire, pas même pour les capacités qu'il possède réellement. Sa conversation est simple et modeste, et il répugne à toutes les charlataneries grâce auxquelles les autres gens se font si souvent une autorité et une réputation. En ce qui concerne la réputation dans son métier, il est naturellement disposé à s'en remettre pour beaucoup à la solidité de ses connaissances et de ses capacités, et il ne songe guère à cultiver la faveur de ces petits clubs et de ces cabales qui, dans les arts et les sciences supérieures, s'érigent si souvent en juges suprêmes du mérite et font leur affaire de célébrer les talents et les vertus de leurs membres et de décrier tout ce qui peut entrer en compétition avec eux. Si l'homme prudent s'associe jamais à une société de ce genre, c'est seulement pour se défendre lui-même, non pas pour en imposer au public, mais pour l'empêcher d'être abusé par les clameurs, les rumeurs et les intrigues de cette société ou d'une autre du même genre. L'homme prudent est toujours sincère et il éprouve de l'horreur à la seule idée de s'exposer à la disgrâce qui suit la découverte du mensonge. Et s'il est toujours sincère, il n'est pas toujours franc ni ouvert. Et quoique ne dise jamais autre chose que la vérité, il ne pense pas toujours tenu, lorsqu'on ne lui demande pas expressément de dire toute la vérité. Il montre autant de réserve dans ses propos que de circonspection dans ses actes, et jamais il ne cherche témérairement ou sans nécessité à donner son opinion sur les choses ou les personnes. L'homme prudent, même s'il ne distingue pas toujours par la sensibilité la plus exquise, est toujours très susceptible d'amitié,
Mais son amitié n'est pas cette affection ardente et passionnée, mais trop souvent éphémère qui paraît si délicieuse à la générosité de ceux qui sont jeunes et dépourvus d'expérience. C'est un attachement pâle, mais ferme et fidèle pour quelques compagnons bien éprouvés et bien choisis, un choix qui n'est pas guidé par l'admiration étourdie d'actions éblouissantes, mais par l'estime posée de la modestie, de la discrétion et de la bonne conduite. Mais s'il est capable d'amitié, il n'est pas toujours très disposé à la sociabilité générale. Il fréquente rarement et figure encore plus rarement dans ces sociétés conviviales qui se distinguent par l'enjouement et la gaieté de leur conversation. Leur mode de vie pourrait trop souvent perturber la régularité de sa tempérance, interrompre l'assiduité de son industrie ou briser la fermeté de sa frugalité. Mais si sa conversation n'est pas toujours très vive ou divertissante, elle est toujours parfaitement irréprochable. Il déteste l'idée d'être coupable de la moindre grossièreté ou de mauvaise humeur. Il ne se montre jamais impertinent avec personne et dans toutes les occasions communes cherche plutôt à se mettre au-dessous qu'au-dessus de ses égaux. Dans sa conduite comme dans sa conversation, il observe exactement la décence et respecte avec un scrupule presque religieux tous les usages et les cérémonials de la société. Et sous cet aspect, il donne un bien meilleur exemple que celui qu'offrent souvent des hommes de talent et de vertus plus splendides, qui, à toutes les époques de Socrate et d'Aristippe, jusqu'au docteur Swift et à Voltaire, de Philippe et d'Alexandre le Grand, jusqu'au grand tsar Pierre le Moscovite, Pierre le Grand, ne se sont trop souvent distingués par le mépris le plus inconvenant et même le plus insolent de tous les usages ordinaires de la vie et de la conversation. Ils donnent ainsi l'exemple le plus pernicieux à ceux qui souhaitent leur ressembler et qui se contentent trop souvent d'imiter leur folie sans même essayer d'atteindre leur perfection. Dans la constance de son industrie et de sa frugalité, dans son sacrifice constant du bien-être et du plaisir présent au profit de l'attente probable d'un bien-être et d'un plaisir encore plus grand qui seront plus lointains mais plus durables, l'homme prudent est toujours soutenu et récompensé par l'entière approbation du spectateur impartial et par celle du représentant du spectateur impartial, l'homme au-dedans du cœur. Le spectateur impartial ne se sent pas lui-même épuisé par le travail que fournissent actuellement ceux dont il observe la conduite, pas plus qu'il ne se sent lui-même sollicité par les appels importuns de leur appétit présent à ses yeux, leur situation présente et ce qui paraît devoir être leur situation future sont presque identiques. Il les voit à peu près à la même distance et il en est presque affecté de la même manière. Il sait toutefois que pour les personnes principalement concernées, ces situations sont loin d'être identiques et qu'elles les affectent naturellement de manière très différente. Il ne peut donc qu'approuver et même applaudir cet usage convenable de la maîtrise de soi qui les rend capables d'agir comme si leur situation présente et leur situation future les affectaient à peu près de la même manière qu'elles les affectent lui. L'homme qui vit dans la limite de son revenu se contente naturellement de sa situation qui, par de continuels quoique maigres ajouts, ne cesse de s'améliorer chaque jour. Cela lui permet graduellement de se relâcher dans la rigueur de sa parcimonie, comme dans la sévérité de son application. Il sent alors avec une satisfaction redoublée cet accroissement graduel du bien-être et du plaisir pour avoir senti auparavant la souffrance qui accompagnait leur manque. Il n'est pas soucieux de changer une situation si confortable et ne se met pas en quête de nouvelles entreprises ou aventures qui pourraient menacer sans beaucoup l'améliorer, la surtranquillité dont il jouit actuellement. S'il se lance dans de nouveaux projets ou de nouvelles entreprises, c'est certainement qu'ils seront bien réfléchis et bien préparés. Il ne peut jamais être pressé ou forcé par aucune nécessité, mais il a toujours le temps et le loisir de délibérer posément et froidement sur leurs conséquences probables. L'homme prudent ne souhaite pas s'obliger à une responsabilité que son devoir ne lui impose pas. Il ne se mêle pas des affaires qui ne le concernent pas, ni des problèmes des autres, et il ne se prend pas pour un conseiller ou un guide qui donne son avis alors que personne ne lui demande. Il s'en tient autant que son devoir le lui permet à ses propres affaires. Il n'a aucun goût pour cette importance fantasque que tant de gens cherchent à obtenir en paraissant avoir quelque influence sur celle des autres. Il répugne à entrer dans les querelles de partis, déteste les factions, et n'est pas toujours prompt à entendre la voix d'une ambition même grande et noble. Si on l'appelle expressément, il ne refusera pas de servir son pays, mais il ne complotera pas pour y parvenir, et il se réjouirait bien plus si les affaires publiques étaient bien conduites par une autre personne que si lui-même devait prendre la peine et la responsabilité de s'en charger. Au fond de son cœur, il préférerait la joie paisible d'une surtranquillité non seulement à toute la vaine splendeur d'une ambition satisfaite, mais aussi à la réelle et solide gloire d'avoir accompli les plus grandes et les plus magnanimes actions. En bref, la prudence, lorsqu'elle est dirigée seulement vers le soin de la santé, de la fortune, du rang et de la réputation de l'individu, quoiqu'elle soit regardée comme une qualité très respectable et même à un certain degré comme une qualité aimable et agréable, n'est pourtant jamais considérée comme l'une des vertus les plus attachantes ou encore les plus nobles.
Elle appelle une sorte d'estime froide, mais ne semble pas mériter un amour ardent ni une grande admiration. Une conduite sage et judicieuse, lorsqu'elle est dirigée vers des buts plus élevés et plus nobles que le soin de la santé, de la fortune, du rang et de la réputation de l'individu, est souvent et très justement nommée prudence. On parle de la prudence du grand général, du grand homme d'État, du grand législateur. La prudence, dans tous ces cas, est associée à plusieurs vertus plus grandes et plus splendides. La bravoure, la bienveillance étendue et forte, un souci sacré pour les règles de justice, tout étant soutenu par un degré convenable de maîtrise de soi. Cette prudence supérieure, lorsqu'elle est portée au plus haut degré de perfection, suppose nécessairement l'art, le talent et l'habitude, ou la disposition d'agir avec la plus parfaite convenance, dans toutes les circonstances et situations possibles. Elle suppose nécessairement la plus grande perfection de toutes les vertus intellectuelles et morales. Elle est la meilleure tête jointe au meilleur cœur. Elle constitue presque le caractère académique ou péripatéticien du sage, alors que la prudence inférieure constitue celui de l'épicurien. La simple imprudence ou le simple défaut de capacité à prendre soin de soi-même est l'objet de la compassion des gens généreux et humains. Pour ceux dont les sentiments sont moins délicats, elle est l'objet d'un manque d'égard ou au pire de mépris, mais jamais de haine, d'indignation. Toutefois, lorsqu'elle est associée à d'autres vices, l'infamie et la disgrâce qui les accompagnent d'ordinaire s'en trouvent aggravées au plus haut degré. L'habile fripon que sa dextérité et son adresse sauvent, sinon de lourds soupçons, du moins de la condamnation ou du châtiment, est trop souvent reçu dans le monde avec une indulgence qu'il ne mérite aucunement. Le fripon fantasque et maladroit qui, par manque de dextérité et d'adresse, est condamné et châtié, est l'objet d'une haine, d'un mépris et d'une dérision universelle. Dans les pays où les grands crimes restent souvent impunis, les actions les plus atroces deviennent presque familières et cessent d'inspirer aux gens cette horreur qui est universellement éprouvée dans les pays où la justice est exactement administrée. L'injustice est la même dans les deux pays, mais l'imprudence y est souvent très différente. Dans le second, de grands crimes sont évidemment de grandes folies. Dans le premier, ils ne sont pas toujours considérés ainsi. En Italie, durant la plus grande partie du XVIe siècle, les assassinats, les meurtres et même les meurtres par trahison semblent avoir été presque familiers parmi les personnes des rangs supérieurs. César Borgia invita 4 des petits princes de sa région, qui possédaient chacun de petits domaines et commandaient de petites armées, à une rencontre amicale à Senigallia, où il les fit exécuter dès leur arrivée. Cette action infâme, quoiqu'elle ne fût certainement pas approuvée même à cette époque de crime, semble n'avoir que très peu contribué au discrédit de son auteur et aucunement à sa ruine. Celle-ci eut lieu quelques années plus tard pour des raisons entièrement étrangères à ce crime. Machiavel, qui n'était certainement pas un homme de la plus exquise moralité, même pour son époque, était attaché à la cour de César Borgia comme ministre de la République de Florence lorsque ce crime fut commis. Il en donne un récit très minutieux, en cette langue pure, élégante et simple qui distingue tous ses écrits. Il en parle très froidement, il est séduit par l'adresse avec laquelle César Borgia organisa ce crime, montre beaucoup de mépris pour la crédulité et la faiblesse de ses victimes, mais aucune compassion pour leur mort misérable et prématurée, ni aucune sorte d'indignation devant la cruauté et la fausseté de leurs meurtriers. La violence et la justice des grands conquérants sont souvent regardées avec un étonnement et une admiration fantasques. Celles des petits larrons, voleurs ou meurtriers, avec mépris, haine et même horreur, dans toutes les occasions. Les premières, alors qu'elles sont 100 fois plus malfaisantes et plus destructrices, passent pourtant lorsqu'elles triomphent pour des hauts faits de la plus héroïque magnanimité. Les secondes sont toujours regardées avec haine et aversion, comme les folies et les crimes de la partie la plus inférieure et la plus vile du genre humain. L'injustice des premiers est certainement au moins aussi grande que celle des secondes, mais leur folie et leur imprudence ne le sont pas autant. Un homme méchant et vil, doué de certains talents, obtient souvent du monde bien plus de considération qu'il en mérite. Un sot méchant et vil paraît toujours le plus haïssable et le plus méprisable des mortels, de même que la prudence associée à d'autres vertus constitue la plus noble, le plus noble de tous les caractères. De même, l'imprudence associée à d'autres vices constitue le plus vil d'entre eux. Section 2. Du caractère de l'individu dans la mesure où il peut affecter le bonheur des autres. Introduction. Le caractère de chaque individu peut affecter le bonheur des autres par sa disposition à leur nuire ou à leur faire du bien. Un ressentiment convenable contre une injustice projetée ou réellement commise est le seul motif qui puisse justifier aux yeux du spectateur impartial que nous nuisions ou attention d'une quelconque manière au bonheur de notre prochain. Le faire pour tout autre motif constitue en soi une violation des lois de la justice qu'il faut empêcher ou punir en employant la force. La sagesse de chaque État ou communauté s'efforce, autant qu'elle le peut, d'employer la force de la société afin d'empêcher ceux qui sont les sujets de son autorité de nuire ou d'attenter les uns les autres à leur bonheur.
Les règles qu'elle établit dans ce but constituent le droit civil et criminel de chaque État ou pays particulier. Les principes sur lesquels ces règles sont ou devraient être fondées sont l'objet d'une science particulière, de loin la plus importante de toutes les sciences, et pourtant jusqu'à maintenant peut-être la moins cultivée, celle de la jurisprudence naturelle, aux détails de laquelle notre présent traité ne peut se consacrer. Le souci sacré et religieux de se nuire ou de n'attenter en aucune façon au bonheur de notre prochain, y compris dans les cas où aucune loi ne peut convenablement le protéger, constitue le caractère de l'homme parfaitement innocent et juste, un caractère qui, lorsqu'il est porté à une certaine délicatesse d'attention, est toujours hautement respectable et même vénérable en lui-même, et qui manquera rarement d'être accompagné d'autres nombreuses vertus, d'une grande sensibilité envers les autres gens, d'une grande humanité et d'une grande bienveillance. C'est un caractère suffisamment compris qui n'appelle pas d'autre explication. Dans la présente section, je m'efforcerai seulement d'expliquer le fondement de cet ordre que la nature semble avoir institué pour la distribution de nos bons offices ou pour la direction et l'usage de nos pouvoirs très restreints de bienveillance, à l'égard des individus d'abord, à l'égard des sociétés ensuite. On découvrira que la même sagesse infaillible qui règle chaque aspect du cours de la nature dirige là encore l'ordre de ses recommandations, lesquelles sont toujours plus fortes ou plus faibles à mesure que notre bienveillance est plus ou moins nécessaire ou qu'elle peut être plus ou moins utile.